Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Un e-dirham, l'idée fait son chemin, un projet bientôt sur pied. Et oui, le Maroc aura peut-être sa propre monnaie numérique. L'ambition aujourd'hui est d'explorer les opportunités qu'offrent les innovations technologiques et de les mobiliser. L'objectif est de réduire la circulation du cash et renforcer l'inclusion financière tout en préservant les missions centrales de la Banque centrale liées à la politique et à la gestion monétaire. Dans ce sens, un comité de pilotage a été mis en place en 2021 par Banque El Maghreb, un comité chargé d'explorer toutes les options possibles avant de lancer un éventuel e-dirham. Ces missions identifier et analyser les avantages mais aussi les risques d'une monnaie numérique pour l'économie marocaine. D'autres pays, eux, ont déjà sauté le pas. La Banque centrale du Canada, la Banque centrale d'Angleterre et la Banque centrale de la Suisse ont déjà lancé leur propre monnaie numérique. Lors de sa dernière visite au Maroc, la patronne du FMI, Kristalina Georgieva, a insisté sur les avantages potentiels des monnaies digitales. Le FMI, qui en collaboration avec la Banque mondiale, s'active pour développer une plateforme mondiale pour interconnecter les monnaies numériques des banques centrales. Sur le continent, d'autres pays hésitent à lancer un projet pilote de monnaie numérique comme l'Égypte, le Kenya, l'Afrique du Sud et le Ghana. Le Nigeria, lui, a déjà réussi à lancer son e-Naira qui a été adopté par près d'1 million d'usagers. Et c'est de ces monnaies numériques que nous allons parler ce soir avec Driss Essaoui. Bonsoir, vous êtes économiste et notre analyste politique. Oui, bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau. C'est toujours un plaisir. Comme toujours. Un plaisir de vous voir aussi parce que vous êtes très sérieuse. Merci. Vous êtes véritablement une journaliste douée. Donc, merci, ça n'enlève rien à l'intérêt de cette émission. Alors, parlons de crypto-monnaie. Qu'est-ce que c'est pour vous, la crypto-monnaie? Comment vous pouvez la définir? C'est une monnaie numérique qui est définie, enfin, elle a vu le jour ailleurs, pas au Maroc directement. Maintenant, on est en train de dire le e-dirham, etc., alors qu'auparavant, c'est une monnaie qui a été adossée à d'autres monnaies fortes, européennes et internationales. Beaucoup de gens se sont enrichis en utilisant cette monnaie parce qu'elle n'a pas les inconvénients des monnaies, on va dire, officielles. Justement, quel est l'avantage de la monnaie numérique par rapport à la monnaie physique, à proprement parler? La monnaie numérique, elle a une grande volatilité, une grande capacité à s'adapter à toutes les situations. Et c'est une monnaie qui permet d'épouser les valeurs qui sont celles que disons, ceux qui l'utilisent lui donnent. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des professionnels qui se sont adonnés à la gestion de cette monnaie. Et ils ont engrangé des bénéfices énormes, pas nécessairement au Maroc, mais au Maroc aussi, on a été intéressé par ça, on a été touché. Aujourd'hui, il y a pratiquement des clubs de gens qui investissent dans les crypto-monnaies à un moment où il était pratiquement interdit d'en parler dans ce pays. Et les gens l'ont utilisé, ils ont gagné de l'argent. Et c'est une monnaie qui permet de faciliter, de fluidifier les échanges entre les personnes, les institutions. Et finalement, ce n'est plus la problématique de quelle est la valeur de cette monnaie, comment on va pouvoir la gérer, est-ce qu'on va pouvoir spéculer avec. On peut tout faire avec une monnaie scripturale. On peut tout faire, à condition d'abord de maîtriser l'outil, d'être bien introduit et de veiller à ce que le travail que vous faites avec les crypto-monnaies soit un travail accepté et acceptable par tous les acteurs qui sont sur place. Et vous l'avez dit au niveau de votre introduction, il y a le FMI, la Banque mondiale et d'autres institutions. Vous avez parlé d'Angleterre, il y a bien sûr l'Allemagne, le Canada, etc. Ce sont des pays qui sont très avancés dans ce domaine. Mais plus que ça, les monnaies scripturales, c'est des monnaies qui sont très intéressantes pour des pays comme l'Afrique. Les pays africains sont des pays où les chaînes de valeur
sont véritablement celles que nous donnons à la monnaie que nous voulons. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a? Une monnaie, elle a une valeur d'échange, une valeur d'usage. Alors, quand on vient et on gère une crypto-monnaie, on donne en même temps cette valeur d'échange, cette valeur d'usage. Ce n'est plus, disons, le référentiel de la monnaie, de l'or, comme c'était le cas pour Bretton Woods, parce qu'on a basé la création de la valeur des monnaies par rapport à ce que vous détenez comme or. Ça a été aussi l'histoire qui a été gérée par la France, au niveau de la France-Afrique, où les pays africains sont toujours obligés de déposer leurs ressources et leurs dépôts en or au niveau de la Banque centrale française. Et c'est la France qui leur dit que le franc CFA, c'est le franc exprimé à cette occasion, va avoir telle et telle valeur, on va le diminuer, on va l'augmenter, etc. Mais là, ça devient extrêmement difficile à gérer. Et c'est pour cela que des hommes politiques, les patrons des banques centrales commencent à s'intéresser à cette monnaie et surtout s'intéresser à sa capacité, à sa capacité de s'adapter, d'évoluer, de circuler sans entrave. Mais ça reste quand même des monnaies extrêmement difficiles à gérer et qui restent véritablement des monnaies dangereuses, on va dire le mot. Dangereuses, pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune garantie qui est donnée par tel ou tel État à la valeur que l'on peut accorder à ces monnaies. Mais une fois que c'est la Banque centrale qui les lance, ça change, non? Bien sûr. La Banque centrale, qu'est-ce qu'elle fait? On l'avait dit tout à l'heure. Ils ont installé un comité de suivi, un comité de veille, voilà, donc pour la gouvernance de ces monnaies. Et c'est grâce justement à ce qu'on fait. Quel est le rôle de la Banque centrale? C'est le patron de toutes les banques. C'est lui qui gère les taux d'intérêt, les politiques de crédit, etc. Et c'est grâce au travail que fait la Banque centrale que nous pouvons avoir la capacité et la possibilité de vivre sans taux d'inflation, avec un taux de crédit acceptable que l'on peut couvrir, auquel on peut accorder un certain crédit sur le plan économique. Et justement, ces crypto-monnaies, le fait qu'elles soient lancées par une banque centrale, est-ce que ça crée un nouveau rapport direct entre la banque centrale et l'usager, finalement, on va dire le particulier, sans l'intermédiaire d'une banque Je ne pense pas, ça normale. Ne va pas se faire comme ça, sincèrement. Ce qu'il y a, c'est que parce qu'en fait, les crypto-monnaies, ils ont leur propre agent, ils ont leur propre circuit, et ils fonctionnent de manière presque, entre guillemets, informelle, et on fixe les taux et les bénéfices en dehors du système classique, du système traditionnel. Et il y a beaucoup de jeunes qui s'y connaissent, qui sont capables de gérer les crypto-monnaies et qui dégagent des bénéfices, qui dégagent, si vous voulez, cette situation qui devient véritablement aujourd'hui un moyen de paiement. Ça devient effectivement un moyen de paiement crédible. Même s'ils ne sont pas adossés ni à l'or, ni à l'argent, ni à aucune valeur, comme c'était le cas pour les Bretton Woods, et c'est une monnaie qui est définie à travers des mécanismes de calcul. En fait, c'est des gens qui sont très bons en calcul, qui arrivent à se projeter dans le temps et l'espace, et ils créent justement ces monnaies qui leur permettent de virevolter sur les systèmes de contrôle qui existent aujourd'hui. Et justement, comment réguler cette nouvelle monnaie? Est-ce qu'il y a actuellement aujourd'hui au Maroc un système qui est mis en place? Où on en est par rapport à cela? Je pense que pour ce système, je ne pense pas qu'il y ait un système déjà défini. C'est comme pour disons, on va dire, les crédits ou pas tempérament, mais musulmans, qui ont un référentiel islamique. Au début, il n'y avait rien. Mais c'est par la suite,
que la Banque centrale a compris, qu'elle a donné son aval, que les gens ont commencé à fonctionner de manière normale. Aujourd'hui, les banques, il est vrai, quand vous regardez de très près sur une droite de temps, combien vous avez pris d'argent, à combien vous l'avez remboursé par mois, etc., vous allez trouver que, par exemple, le crédit commercial classique, qui n'est pas nécessairement très religieux, il est beaucoup moins cher que les crédits avec un référentiel islamique. C'est ça la problématique. Mais il y a des gens qui vous disent non, nous on est satisfait avec ça parce qu'il y a le système de l'murabaha, le mukhassara, etc., etc. Il y a un tas de trucs qui existent aujourd'hui, qui sont connus au niveau de la finance islamique et qui marchent, et les gens marchent avec, ils font des crédits, ils ont même ouvert des antennes régionales, des antennes au niveau des grandes villes, de certaines petites villes, etc. Et ces banques fonctionnent. Pour la monnaie numérique, je pense que les choses vont aller très très vite, surtout que le gendarme de la place, à savoir la Banque centrale, a donné son aval. Ceci dit, nous avons aussi une information de taille. C'est que le FMI et la Banque mondiale ont décidé d'un commun accord d'organiser leur prochaine réunion annuelle à Marrakech, au Maroc, au Royaume du Maroc, ce qui est extraordinaire. Alors, il y a tous les spécialistes du monde entier qui vont se donner rendez-vous dans la ville ocre de Marrakech pour venir discuter et très probablement parler de cette problématique de monnaie scripturale, comment la faire évoluer, le e-dirham, etc. Parce que de toutes les manières, ce qui nous a été donné de remarquer, tous les pays qui ont utilisé la e-monnaie, ils ont évolué de manière très rapide. Et justement, est-ce qu'il y a un équilibre aujourd'hui entre ceux qui ont déjà commencé et ceux qui vont s'aventurer, on va dire? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un équilibre par rapport aux pays qui sont, les économies qui sont déjà développées et les économies en voie de développement? Est-ce qu'il y aura une avance? Est-ce qu'il y aura une avance justement de ces pays-là qui ont déjà mis en place? L'avance, elle est là, elle est disponible. Les gens qui se sont fait beaucoup d'argent, qui ont fait des fortunes avec la crypto-monnaie, personne ne les atteindra. Mais en même temps, ça reste des monnaies très compliquées, très volatiles, où les gens peuvent faire faillite d'une journée au lendemain. Parce que les mécanismes de fonctionnement ne sont pas nécessairement ceux que vous connaissez, vous, et tous les acteurs économiques. Et même, c'est-à-dire les banques centrales n'ont pas défini de règles claires pour dire ça, c'est un sens interdit, ça, c'est un sens prohibé, l'autre non. Donc, ils sont en train de jouer avec le feu, entre guillemets, mais aussi de s'essayer à cet exercice qui a réussi. Je vous le dis, il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de jeunes hommes qui ont réussi dans ce métier, ils ont gagné de l'argent, et je pense que c'est quelque chose qui va aller en se développant de manière phénoménale, sincèrement, surtout par rapport à des pays qui n'ont pas justement de réseau de distribution du crédit et de l'argent comme on le savait avant. Aujourd'hui, il suffit d'avoir un téléphone portable, une connexion Internet, et vous êtes dans le e-commerce, dans la e-monnaie de manière directe. Absolument. Justement, la semaine dernière, il y avait la présidente du FMI qui était au Maroc. À cette occasion, le wali de Banque al-Maghreb, Latif Jouahri, a dit, je cite, « La numérisation des échanges monétaires est devenue une nécessité. Le statu quo n'est plus une option pour les banques centrales. » Ça veut dire qu'il n'y a plus d'autre option. Il faut absolument s'aventurer. Absolument. C'est-à-dire, M. Jouahri, qui est un homme extrêmement compétent, il a toujours dit, nous, on ne veut pas on va pas faciliter la voie ni le chemin pour les gens qui vont pratiquer la monnaie scripturale.
Ils l'ont même interdit pendant un moment au niveau de la Banque centrale marocaine. C'était très dur. Et il a fallu qu'il y ait une évolution. Et c'est ça la force de la Banque centrale marocaine. C'est que M. Jouahri, qui est le wali de Banque al-Maghrib, est un homme, bien sûr, d'un certain âge, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a accumulé une très belle expérience dans la gestion des affaires des affaires économiques du pays, qu'aujourd'hui, je pense que Dieu prolonge sa vie. Il est véritablement l'homme nécessaire à cette évolution que nous attendons, et très probablement, avec toutes les équipes qu'ils arrivent à constituer, ils vont pouvoir gérer au mieux les vicissitudes de la création de cette e-monnaie. Est-ce qu'on peut parler de rupture aujourd'hui ? Une rupture qui se fait par rapport à ce qu'il y avait, un avant et un après, en fait. Très certainement. Je n'ai pas de date, c'est-à-dire, mais malheureusement, pour la monnaie scripturale, on n'a pas une date pour dire que ça sera avant la monnaie scripturale et ça c'est après. Très probablement, on va voir. Mais ce qu'il y a de juste et de vrai, c'est qu'il y a un avant par rapport à cette phase du XXe siècle, du XXIe siècle. On est au début. Et très probablement, ce qui se fera après sera véritablement après l'arrivée de la crypto-monnaie dans un pays qui s'appelle le Maroc. Et je vais vous rassurer sur une chose. Le Royaume du Maroc est un pays qui évolue de manière très dynamique sur beaucoup de secteurs, au niveau de l'industrie, au niveau de l'agriculture, de l'agro-industrie, au niveau de la culture, au niveau de tous les espaces de créativité. Le Maroc est devenu un concurrent extraordinaire et qui a permis de poser des pieds entiers dans des plateformes qui lui étaient complètement indépendantes auparavant. Très certainement, un jour, je ne sais pas, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir dans ce plateau pour dire « Ah, vous vous rappelez, c'était en juin 2023, on avait dit ceci et cela, et regardez maintenant où est-ce qu'on en est ». Donc selon vous, le Maroc est prêt pour ce changement ? Oui. Intellectuellement, c'est-à-dire ce n'est pas que le Maroc, il y a beaucoup de pays qui sont comme ça. Mais aujourd'hui, nous avons des responsables au niveau de la Banque centrale qui sont des gens très évolués et qui sont arrivés à exprimer un vœu et une réalité tout à fait autre que celle dans laquelle vivaient les concitoyens marocains, les femmes et les hommes qui vivaient dans ce pays. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où la crypto-monnaie va faire sa propre révolution par rapport à elle-même, par rapport aux mécanismes qui existent et par rapport à ce que pourra faire le Maroc avec cette monnaie, surtout en inventant de nouveaux mécanismes de financement qui ne sont pas connus jusqu'à aujourd'hui. Apparemment, cette monnaie va pouvoir réduire les coûts déjà de transaction. Oui. Elle permettra aussi de lutter contre le blanchiment d'argent et des fraudes. Donc, quelles sont les autres opportunités qu'elle ouvre pour le Maroc et ailleurs aussi ? Je vous l'ai dit, la première grande qualité des crypto-monnaies, c'est qu'elle n'est pas traçable comme le sont les monnaies scripturales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que nous avons un stock d'argent de temps et on va pouvoir l'utiliser. On n'a pas tiré, si vous voulez, d'un commerce de drogue ou d'activités interdites, non. C'est de l'argent qui a circulé dans des circuits identifiés. C'est ça le plus intéressant. Identifiés par la Banque centrale, par un certain nombre d'acteurs importants qui vous diront « Oui, ça c'est de l'argent propre, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez l'investir ». Et il y a, moi je sais qu'il y a aujourd'hui des groupements économiques, c'est des groupements de réflexion de Marocains et de Marocaines qui sont liés par eux-mêmes parce qu'ils font aujourd'hui de grands meetings de 2000 personnes, 3000 personnes dans des hôtels, etc., pour parler des nouveautés de la e-monnaie, etc. Donc, je pense que
la monnaie, la monnaie numérique va aller très très vite dans des pays comme le Maroc. Et qu'en est-il de la sécurité des données et de la vie privée des utilisateurs, justement? Nous avons une agence... On rentre encore dans ce secteur de technologie et il y a toujours le revers de la face. Le revers de cette médaille, c'est quoi? Nous avons quand même une agence nationale, la Commission nationale pour la protection des données personnelles, et l'autre, la CNDP, pour l'accès à l'information. Ce sont des institutions que le Maroc a créées. Il a mis à la tête des têtes pensantes, des gens d'une grande valeur éthique et qui sont en train de réfléchir sur comment protéger les données des personnes. Et vous le remarquez souvent, le président de cette commission se réunit avec tous les acteurs, les grands acteurs économiques du pays, avec le ministre de la Santé, etc., pour s'assurer que toutes les données liées aux personnes, ces données seront protégées. Et nous l'avons remarqué sur la santé. J'ai vu qu'il y avait une signature entre le ministère de la Santé et la CNDP, entre le directeur général de la Sûreté nationale et la CNDP. Donc, le Maroc a compris qu'il est rentré dans une ère nouvelle, une ère où il va créer. Alors, pour créer, il faut avoir des outils. Et les outils, c'est la protection des données personnelles. Et par exemple, je vous donnerai un exemple. Vous rentrez dans n'importe quel magasin, vous êtes dans n'importe quelle rue de la ville, les gens doivent d'abord aller présenter une lettre à cette commission pour dire « nous avons placé des caméras pour surveiller nos locaux ». Et pourquoi? Parce qu'il y a un risque de faire connaître le caractère privé de certaines données. Alors, si la CNDP ne vous donne pas cette autorisation, vous ne pouvez pas installer vos caméras. Quitte même à l'installer, même chez vous, à la maison, mais chez vous aussi, vous avez besoin d'une autorisation. Absolument, je ne savais pas. Pour chez moi, je vous le dis. Pour chez moi, j'apprends quelque chose aujourd'hui avec vous. Merci. Bien sûr. De toutes les manières, ce sont des choses... Vous l'avez dit, il n'y a que des nouvelles choses et on ne peut pas laisser les choses comme ça. C'est-à-dire ce n'est plus un système où les gens vont pouvoir agir à leur guise et selon ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils peuvent faire. Non, il faut qu'ils agissent dans des limites données, dans le respect des données personnelles, dans le respect du caractère privé d'un certain nombre de données. Et avec tout ça, je pense que l'on trouvera le moyen de faire évoluer la monnaie, la e-monnaie, en une monnaie qui va faciliter les échanges, fructifier les richesses et donner plus de vitesse à l'appréciation de ce qu'on peut dire de la vie de tous les jours. On a hâte de voir cette transition s'opérer le plus rapidement possible. Et on arrive déjà au terme de cette émission. Merci à vous, Driss Issaoui, pour votre présence. Je rappelle que vous êtes économiste et analyste politique. C'était un plaisir. Merci beaucoup. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique.